Socrate avait dit « Soyez heureux sans aucune raison ». Aujourd'hui, nos très chers opposants, non seulement veulent dicter nos actes et nos paroles, mais nous demandent également d'être heureux à leur manière et en respectant leurs propres conditions. Permettez-moi alors aujourd'hui de vous épargner ce malheur et de vous rendre heureux inconditionnellement. Permettez-moi aujourd'hui de vous laisser vivre un bonheur sans condition, sans raison, sans formalité, sans loi qui le dirige et finalement sans le moindre grain ni soupçon d'exigence. Mesdames et messieurs, honorables jurys, très chers opposants, bonjour. Il y a 5 jours de cela, nous nous sommes demandé, mes camarades et moi, pourquoi disputer une deuxième demi-finale si nous avions déjà eu droit à une première? Et croyez-moi qu'une fois devant vous maintenant, je ressens ce même bonheur, distingué par le fait de mettre fin à certains propos. Nos adversaires ici présents jugent que le bonheur, c'est lorsque nos actes sont en accord avec nos paroles. De mon côté, je suis là pour vous dire que le bonheur ne nécessite aucunement la correspondance entre nos actes et nos paroles, mais bien au contraire. Le bonheur, chers camarades, c'est penser la veille une chose, dire aujourd'hui une autre, et agir le lendemain à l'encontre du passé. Là où nos convictions et notre raison nous mèneront. Le bonheur de l'être humain, c'est se détacher de toute condition dictée par son semblable, en l'occurrence la vôtre. Le bonheur, c'est enfreindre toute règle, toute loi, toute condition. Et finalement, le bonheur, c'est, chers camarades, c'est laisser place à des actes en parfait désaccord avec nos dires qui... Finalement, le bonheur, c'est se détacher des paroles absurdes, illogiques, insensées, et laisser place à nos dires en parfait désaccord avec nos actes, et laisser place à nos actes en parfait désaccord avec nos dires qui vont mener à notre propre épanouissement et évolution. Le bonheur, c'est arrêter de croire à de telles paroles pour goûter à ces saveurs, car finalement, le bonheur est un sentiment qui n'a aucune condition pour s'agripper à nos âmes. Permettez-nous alors aujourd'hui de partager avec vous un monde qui n'exige rien, un monde qui est le vôtre, un monde où le bonheur est un sentiment qui ne demande pas le moindre privilège. Tout au long de ce débat, mes opposants vont vous dresser un portrait intitulé « Je pense à une chose, je dis la même chose, je fais la même chose, donc je suis heureux », tandis que je vous demanderai de vous contenter d'une seule phrase « Je vis, donc je suis heureux ». Merci. Le bonheur est une notion variable. De la variation de la couleur d'un caméléon, elle diffère d'une personne à l'autre et dépend de nos ambitions et de nos espérances, de l'idée primitive qu'on se fait de notre avenir et des principes qu'on se forge suite à notre éducation et notre expérience. Et principalement de la façon selon laquelle nous concevons le bon déroulement des choses. Très chère audience, ces sages paroles ne sont pas les miennes, mais celles d'Oussama Ben Talbi ici présent avec nous. La vie est un choix. C'est votre choix. Alors, faites des choix conscients, faites des choix judicieux et faites des choix honnêtes. Et j'insisterai sur le mot honnête, dont la compréhension sera nécessaire au bon déroulement de ces débats. Et finalement, choisissez le bonheur. Si vous êtes en accord, que vos actions rejoignent vos actes, vous serez heureux. Il est important de comprendre le monde dans lequel on vit, d'avoir des connaissances théoriques, mais encore plus important de le faire de manière intelligente, en accord avec ce que l'on dit. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Et nous ne pouvons que défendre l'affirmatif qui, en temps normal, ne nécessiterait même pas de défense, car il s'impose de lui-même. Et ceci représente, à notre avis, la seule position logique. Car, voyez-vous, la négation de cette citation n'est rien d'autre qu'un mensonge, une illusion et une absurdité qui ne nous appartient pas. Bonheur et accord avec soi, avec ses paroles et ses actes n'est pas chose facile. Bien souvent, les paroles s'envolent, les actions perdurent. Toute la difficulté réside donc dans notre capacité à savoir équilibrer nos pensées, nos actes et nos paroles. C'est non seulement un excellent principe de pédagogie, mais également de philosophie. Mettre en accord nos pensées avec nos paroles, puis nos paroles avec nos actes, nécessite de la persévérance et de la cohérence, c'est-à-dire montrer un alignement cohérent entre ce que nous disons, ou plutôt pensons à haute voix, et les actions que nous menons. Et pour faire simple et clair, c'est faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Quand quelqu'un est incapable d'agir de manière conforme à ses propos, ses dires et ses principes, il y a un problème de conscience de soi.
Si notre soi externe n'a pas développé de relation avec notre moi interne, ils agiront indépendamment jusqu'à ce que nous commencions à les familiariser et à nous intégrer. C'est alors que les actions rejoindront les actes, les paroles plutôt, et vice-versa. Dans la quête personnelle de chaque individu, c'est peut-être le défi le plus confondant et le plus profond de la vie. C'est la quête du bonheur. Et ne venez pas me dire que la satisfaction, la sérénité, le calme, l'apogée de l'âme, qui ne peuvent voir le jour que quand les actes rejoignent les paroles, ne sont pas ce que nous recherchons tous. Et osez me dire que ce ne sont pas les composants du bonheur. Ainsi, l'homme ne peut être heureux, être serein, être calme et en harmonie avec les autres et lui-même, qu'en évitant la contradiction et la guerre intrinsèque de soi que pourrait provoquer la différence entre actes et paroles. Merci. Nous sommes habitués à être très exigeants avec la vie et avec nous-mêmes. Nous nous fixons des règles, des objectifs et des rêves à accomplir. Bien sûr, tout cela est bien et même nécessaire. Nous avons tous des projets à court et à long terme qui nous rendent fiers de nous et grâce auxquels nous acquérons des capacités et des compétences personnelles. Mais à présent, celui qui se fixe des objectifs bien trop ambitieux risque de ne pas se délecter au triomphe du quotidien et de manquer des plaisirs plus humbles que seules les personnes simples peuvent apprécier, tels que la tendresse, la cajolerie, l'aisance et surtout la franchise. Mais nous savons tous que c'est quelque chose de facile à dire, mais pourquoi devenons-nous empêtrés dans notre acharnement à être parfaits? Pourquoi continuons-nous à lier perfection à bonheur, idéal à bien-être, parachèvement à euphorie? Très chère audience, honorable jury, chers opposants, je vous invite dans un monde où règne un bonheur sans préjugés, sans contraintes, un bonheur pur que l'on ne peut définir. Mais avant tout, permettez-moi de vous poser une simple petite question. Est-ce que vos actes sont tout le temps en accord avec vos paroles? J'estime que la réponse est non. Il est naturellement difficile pour une personne d'agir tout le temps en concordance avec ses paroles. Mais en devient-on pour autant malheureux? Absolument pas. En effet, nous sommes en train de changer notre nature pour acquérir une satisfaction éphémère que nous confondons très souvent avec le bonheur. Mais je peux vous garantir une seule chose. Vous pouvez demander à n'importe quelle personne ici présente ce qu'elle attend de la vie. La réponse serait certainement être heureux. Mais c'est peut-être cette attente, la quête même du bonheur, comme vous avez dit, qui nous empêche de le retrouver. Plus nous essayons d'atteindre le bonheur, plus on s'embrouille les idées au point de ne même plus se reconnaître. À force de vouloir changer et perfectionner notre image vis-à-vis des autres, nous devenons victimes de notre propre sort. Alors, on sourit et on essaye de toutes nos forces de devenir les personnes heureuses que l'on voudrait être, jusqu'au jour où l'on comprenne que le bonheur est déjà là. Non pas dans nos espoirs, nos rêves ou dans nos intentions, mais dans ce qu'on a déjà, le familier, le confortable. C'est dans la spontanéité que nous réalisons des actes qui nous permettent de nous sentir bien dans notre peau. Alors, chers opposants, osez nous dire que le bonheur se limite en l'accord de nos actes et nos paroles est tout simplement une offense à l'amour propre que nous ressentons à notre égard. C'est résumer le bien-être d'une personne en la simple acceptation et considération d'autrui, d'une personne que nous ne sommes pas, mais que nous essayons d'être. Très chère audience, le bonheur n'est pas quand nos actes sont en accord avec nos paroles. Le bonheur n'est pas auprès des autres. Le bonheur est en nous. Merci. Chers opposants, je tiens à rebondir sur votre introduction. Socrate a dit « Soyez heureux, agissez dans le bonheur, sentez-vous heureux sans aucune raison. » Et non sans aucune loi, car nous ne vivons plus dans la jungle. Paulo Coelho, dans son livre « Véronica décide de mourir », a dit « La seule réalité que recouvre une idée, bonne ou mauvaise, c'est qu'elle n'existe que lorsqu'on essaie de la mettre en pratique. » Dans le même livre, il a cité, et je tiens à citer, « La normalité n'est qu'une question de consensus. Autrement dit, si la plupart des gens pensent qu'une idée est juste, elle devient juste. » La parole. La parole est la production de sens par des symboles. Elle est ainsi l'expression de la pensée dans l'énigmatique pouvoir qui est le sien, celui de s'approprier
symboliquement le réel. Platon disait « La parole est le dialogue silencieux de l'âme avec elle-même ». Quand la parole implique deux sujets, elle implique automatiquement la reconnaissance de l'autre comme étant un être semblable à moi-même. Si je calque le principe de la parole sur celui de Platon, si je calque le principe de la discussion, du dialogue entre deux individus sur celui de Platon, j'obtiens donc la conclusion qui suit. Si je suis honnête avec moi-même, je le suis donc avec autrui. Si je suis hypocrite avec moi-même, je le suis automatiquement et machinalement avec l'autre. L'action, quant à elle, est non seulement la modification de l'état extérieur des choses, mais elle modifie celui qui l'accomplit. Elle ne se contente pas de l'instruire sur le monde extérieur, mais elle lui fait découvrir des parties de lui-même que sans elle, il n'aurait pu découvrir. Si je suis donc honnête avec moi-même, avec mon être, avec mon âme, avec mon entité personnelle, je le suis automatiquement et machinalement encore avec l'autre. Et si je le suis une fois et que cela me procure une certaine satisfaction, une certaine jouissance, un certain bonheur, je le serai encore et encore et encore. Et non parce que cela procure à l'autre une sorte de jouissance, et non parce que je pense au bonheur de l'autre, mais parce que cela me procure à moi et moi seul un bonheur. Donc l'homme est à la recherche de son bonheur personnel à lui et non du bonheur d'autrui. Il est commun d'opposer un homme d'action à un homme de parole et de valoriser le premier ou second. On peut très bien opposer parole et action de telle sorte que l'affirmation de l'une entraîne la négation de l'autre. Tu agis, tu ne parles pas, tu n'agis pas, tu parles. Sauf que dans ce cas-là, on n'est pas en présence de deux concepts contraires, car le contraire de parler, c'est bel et bien se taire, mais le contraire d'agir, c'est être passif. On est en présence de deux concepts contradictoires. On est en présence de deux concepts contradictoires, car un locuteur n'est jamais en état de passivité, car il met en cause une énergie et des muscles. Juste pour votre contre-argument, un petit conseil. Vaut mieux se taire et laisser croire que l'on n'a aucune maîtrise du sujet que de parler et de le prouver. Et deuxièmement, juste pour toutes vos citations, qu'elles soient dites par je ne sais qui, faites-les approuver, qu'elles soient dites par je ne sais qui, qu'elles soient écrites sur la Bible ou dans mon horoscope. Je m'en fous complètement du moment que vous les argumentez correctement. Merci. Bon. Je passe. Et pour le reste de vos interventions, vous vous rendrez de leur absurdité en écoutant la mienne. De la même manière qu'en maths, même les limites s'étendent vers l'infini, on ne peut borner le bonheur entre des paroles et des actes. Car en réalité, il existe autant de définitions du bonheur que d'individus sur Terre. D'ailleurs, ce terme ne peut même pas être défini sur ce même domaine. Pour la simple et bonne raison que la physique quantique dit, la loi d'attraction dit plutôt, on attire ce à quoi l'on pense. Ça veut dire toute pensée, qu'elle soit positive ou négative, elle est automatiquement en accord avec l'acte qui arrive. Et cela grâce à l'univers. Vous pouvez l'appeler l'univers, Dieu ou comme vous voulez, mais c'est vraiment prouvé scientifiquement. Alors toutes vos raisons de joie comme de malheur sont en accord. Alors, c'est ce qui rend votre position d'une absurdité sans pareil. Et cela scientifiquement. Maintenant, d'un point de vue bien plus social, on sait bien que l'homme n'a pas cette nature qui lui permet d'être en accord, en cohésion entre ses paroles et ses mots. D'ailleurs, si on venait à réaliser toute parole dite par l'homme, qu'elle soit sur le coup de la colère, de la joie, celle-ci aura des conséquences graves. Elles sont généralement appelées regret, remords, tout sauf bonheur. D'ailleurs, notre ancêtre à tous, Adam, a bien juré de ne pas toucher aux fruits sacrés, mais n'a assouvi son plaisir, le plaisir qui est une source de bonheur, qu'en croquant dans la pomme. Ça veut dire ceci est dans la nature humaine. Certes, le plaisir est d'une joie éphémère, mais assez pour contredire votre argument. Finalement, je ne m'arrêterai pas là, et je verrai plus du côté politique.
Ces beaux hommes avec costumes, cravates, beaux parleurs et tout, n'ont-ils pas un mot, n'ont-ils pas quelque chose en commun? Ne promettent-ils pas mondes et merveilles à la sauce du changement, à la sauce du... comment on l'appelle déjà? La transparence et... comment on l'appelle? L'honnêteté et la transparence. Et cela ne peut apparaître que grâce à la somme colossale des tournées et les arnaques mentées. Je doute qu'avec tous les zéros que comporte leur compte bancaire, qu'ils ne soient pas les fondateurs même du bonheur. Bref, malgré que Rome soit aussi distinguée que le bonheur, on peut dire qu'aucun chemin ne mène à votre position. Malheureusement. Merci. Quand on goûte à l'amertume de la défaite, on fait tout pour l'éviter, quitte à placarder ses principes et faire plaisir à l'ego de l'autre. En passant, je suis désolée d'apprendre que pour vous, spontanéité rime avec mensonge et hypocrisie, chose qui, en passant, ne peut être pardonnée à moins que vous ayez un penchant psychopathe. Définir le bonheur est une tâche délicate et complexe, je vous l'accorde. Mais une fois cette étape dépassée, plusieurs mots comme satisfaction ou agréable sortent. Des mots que vous avez probablement utilisés comme argument, étant donné que votre vision des choses est, comment dire, assez platonique et restreinte, et qu'au lieu de faire vos recherches correctement, vous avez perdu du temps dans des futilités. Permettez-moi alors d'éclaircir certains points. Le bonheur n'implique en aucun cas que nous soyons pleinement satisfaits de notre condition. Si c'était le cas, bien peu seraient heureux, car l'homme est un éternel insatisfait. Ensuite, en ce qui concerne l'agréable, il n'est pas impliqué dans le bonheur non plus. Et affirmer le contraire serait dire que l'on ne peut pas être heureux dans le désagréable. Et pourtant, si je fais la vaisselle pour ma mère, pour lui faire plaisir, cela me rend heureuse de la voir sourire et de lui rendre un service. Ce n'est pas que j'aime faire la vaisselle ou que je trouve ça agréable, loin de là, mais cela contribue quand même à mon bonheur. Si nous partons de ce principe, nous pouvons alors diviser le bonheur en deux. Nous pouvons alors diviser le bonheur en deux systèmes de pensée qui se côtoient. Le premier, le bonheur est présenté au peuple d'une manière. Le bonheur est proposé au peuple de manière collective. De l'autre, le bonheur est une quête personnelle. Concentrons-nous sur le premier cas. Nous connaissons tous le nom de deux grandes idéologies qui se confrontent, ou plutôt se confrontaient, pour proposer à l'humanité un bonheur collectif. Le communisme, qui a longtemps fait ses preuves en présentant ou proposant à son peuple un bonheur collectif, mais dont les nombreuses défaites un peu partout dans le monde le disqualifient comme voie au bonheur. Et le capitalisme, car soyons honnêtes, dans une société capitaliste où règne la consommation de masse, le bonheur est très souvent sous-entendu dans l'avoir et la richesse matérielle. Même si il est bien sûr beaucoup plus facile d'être heureux quand on a un frigo bien rempli, il apparaît vite très limité de considérer le matériel comme la voie ultime d'accès au bonheur. Alors c'est vrai, je vous l'accorde. L'accès à un certain nombre de biens matériels peut être important dans la poursuite du bonheur, mais c'en est malheureusement ou heureusement ni la totalité ni la fin. Merci. Très chers opposants, nous sommes là en train de vivre la fameuse fable de la cigale et la fourmi. Nous, partisans du contre, sommes en train de défendre notre position ardemment avec des arguments logiques et concrets, tel le caractère de la fourmi décrit par Jean de La Fontaine. Pendant que vous, très chers opposants, êtes en train de vous contenter de belles paroles chantonnées, fredonnées et balancées à tort et à travers. Mais la beauté de vos arguments crée en nous l'incompréhension de votre excès de confiance à vous entendre parler, décrire et décrypter le bonheur. Cela fait plus de 5000 ans que l'être humain joue au jeu de la société. En 5000 ans, nous avons pu bâtir les 7 merveilles du monde. En 5000 ans, nous avons pu envoyer l'être humain dans l'espace. En 5000 ans, très chers opposants, nous avons pu créer des machines capables de raisonner. Vous devrez vous en inspirer d'ailleurs. Mais après avoir envoyé des êtres humains dans l'espace, nous n'arrivons même pas à contrôler et à définir ce qu'est le bonheur, à en croire les statistiques qui prouvent que
le taux de dépression et de déséquilibre mentaux dus au manque de bonheur ne font qu'augmenter ces dernières années. Prenons cette fameuse étude menée par l'université d'Harvard qui a suivi une génération durant 75 ans. 75 ans, toute la vie d'un être humain, très chers opposants. Et il a été prouvé que le bonheur est en majeure partie le fruit d'interactions sociales positives que l'individu a au sein de sa société. L'être humain vit des moments, énormément de moments, des moments de bonheur, mais aussi des moments de résistance, pour ne pas dire des moments de malheur. Et ces derniers ne sont guère évitables, car on ne peut pas vivre dans notre société sans ressentir la peur, l'angoisse ou encore la frustration. Et arrivera ce moment, si ce n'est déjà fait, où vous balancerez une promesse chargée de haine que vous ne pourrez guère tenir. Permettez-moi de vous poser une question, très chers opposants, mais abandonnerez-vous votre bonheur pour satisfaire vos promesses? Je n'en doute guère. Laissez-moi vous présenter 3 piliers du bonheur comme vous nous le décrivez. Adolf Hitler, un dictateur qui tenait ses paroles plus que personne. Et le fait qu'il se soit suicidé à la fin de sa vie ne révèle en aucun cas, je précise bien en aucun cas, le fait qu'il ait atteint le paroxysme du bonheur. Le dictateur nord-coréen actuel, Kim Jong-un, un homme qui tient ses paroles plus que personne aussi, et est décrit par ses proches comme étant psychologiquement instable. Et puis Indira Gandhi, l'auteur présumé de cette citation, qui a contribué au développement des armes de destruction massive en Inde et a causé la 3e guerre indo-pakistanaise et qui finalement a fini assassiné par son propre garde du corps. Alors ne pensez-vous pas que ces paroles ne soient qu'une sorte d'extincteur pour éteindre les flammes flamboyantes de l'opinion publique? Très chère audience, je me moque éperdument d'avoir été intéressant maintenant. Ce que je veux, c'est avoir de l'impact. Permettez-moi de vous dire, je ne vous dois aucune leçon de morale, mais je veux bien vous dire, ne vous prenez pas la tête avec cette citation, ne suivez pas cette citation. Pardonnez, aimez et soyez heureux. Je voudrais vous laisser avec cette pensée du Dalai Lama, figure majeure de la philosophie du bonheur qui dit « Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. » Merci. Pour commencer, déjà, magnifique exemple d'Adolf Hitler, n'est-ce pas? Parce que, bien sûr, il accorde ses actes avec ses paroles, quand il avait promis de ne pas toucher à la Pologne et a fini par s'y introduire quelques jours plus tard. Aussi, le Dalai Lama est le premier à assurer que vivre avec soi, en santé et en accord avec soi-même, c'est la clé du bonheur. Je rajouterai une petite citation pour contrer votre argument. Les fous croient toujours que leur première impression est la bonne. Nos actes et nos paroles. Ces mots, bien que banalisés, ont un rôle principal et importance primordiale dans notre quête du bonheur. Mais vous êtes bien là à affirmer qu'il ne s'agit là que d'options non tragiquement nécessaires et dont la concordance n'a rien à voir avec ce concept. Jouons votre jeu et partant du côté superficiel de la cause. Il est indéniable, par exemple, que l'accord de nos actes et nos paroles est indispensable dans notre comportement en société, n'est-ce pas? Parce que nous le savons tous. Les fléaux sociétaires qui nous détruisent, nous les créons, à partir d'un manque d'équilibre entre ce que nous pensons, disons et faisons. Manque de confiance en soi, perte d'espoir, peur du rejet, haine, jalousie et vanité. Nous les suscitons en nous-mêmes et en autres. Parce que nous ne pouvons nous empêcher d'être hypocrites et de manquer d'honnêteté envers soi. Faire ce qu'on dit, on le dit et on le redira. C'est un concept bien plus profond que ce que vous clamez fort et haut. Il s'applique certes au côté sociétaire de la cause, mais également à plusieurs facettes humanitaires, et n'est pas seulement cela. On ne peut traduire nos paroles en actes que si nous refusons de laisser nos valeurs et principes de côté. Ce qui passerait plus simplement comme étant soi-même et accepter nous-mêmes. De cette manière, il devient plus sain que la parole
prépare à l'acte. Des paroles qui peuvent être but, rêve, oui, des rêves. I have a dream, a dit Martin Luther King Jr. Ce rêve, il a eu besoin de ne pas abandonner, de ne pas s'arrêter en chemin, parce qu'il ne pouvait pas se le permettre. Et regardez où nous en sommes. Ce découlement devient alors une réalisation concrète d'un voulu et d'un promis, une mise en pratique d'une théorie qui doit en soi-même constituer un bonheur, parce qu'apparemment vous ne pouvez pas le comprendre. En gros, nous nous devons de refuser de laisser ce déséquilibre intérieur et social entraver notre vie et notre quête, car il s'agit d'un inconvénient que l'on doit dépasser. Un inconvénient qu'il est impératif de dépasser si vous établissez, comme nous avons établi, que le bonheur, c'est d'abord un accomplissement de soi. Un respect envers soi, qui va de pair avec le respect des autres. Ne pas faire de mal, ne pas se tourner vers l'arrivisme ou l'hypocrisie, contribue non seulement à notre bonheur personnel, mais au bonheur que nous, créatures sociales, avons besoin au sein de la société et de la coexistence. Merci. Le bonheur, faut-il le rappeler, est une lumière au plus sombre de soi, une veilleuse fidèle, patiente et inaltérable, mais qu'il est bon de raviver sans cesse, jour après jour, qu'il est bon de tenir à l'abri des vents, de protéger des tempêtes de nos chagrins et des pluies de nos désespoirs. Une lumière qu'il appartienne à chacun de nous de préserver de la malveillance, des pensées négatives et finalement, et dans ce cas-là, de toute pensée identique. Le bonheur que vous décrivez n'est aucunement fondé ni basé. Le bonheur que nous vous proposons aujourd'hui est équilibré, sans exigence, sans condition, enfreint toutes les règles et vous attend sur votre premier carrefour. En citant vos arguments, vous présentez l'aspect ultime de l'égoïsme chez l'homme. Celui de faire ce que nos paroles nous dictent à la lettre, sans penser à l'autre. Or, la vie ne se réduit pas à un accord entre nos paroles et nos actes, bien au contraire. La vie est un processus d'adaptation auquel nous nous adaptons dans toutes les situations. Au début, nos paroles traduisent nos intentions, nos projets, nos ambitions et nos rêves. Mais au moment de passer à l'acte, on se rend compte que notre intransigeance pour conserver une feinte intégrité pourrait bien porter atteinte à ceux qui nous entourent, car il est judicieux de vous rappeler qu'on ne vit pas seul sur Terre. Alors, on se met à temporiser, à mesurer les conséquences de nos actes, et c'est ce qui fait non seulement notre bonheur personnel, mais également le bonheur des autres. Deuxième problématique, vous êtes en train de défendre qu'il faut faire ce que l'on dit pour effleurer une certaine satisfaction et une certaine joie de vivre. Je vous dirais alors, est-ce que tout ce que nous disons est vrai, bon, subtil et juste? Certainement non, car non seulement nous n'avons cessé et nous ne cesserons point de dire des stupidités, des paroles maladroites et d'autres totalement incohérentes, mais heureusement, nous nous rattrapons en agissant différemment, en créant ce même désaccord que vous souhaitez aujourd'hui éviter. Vous savez, chers camarades, la vie est simple. Je vous propose un bonheur dont vous ferez le plat de tous les jours, tandis qu'il vous propose un autre bonheur dont vous ferez le plat uniquement les jours de fête. Merci. Alors, chers opposants, tout au long de ces débats, vous vous êtes tellement étalés sur la notion du bonheur, mais figurez-vous que le sujet est composé de deux parties. Puis vous avez essayé, tant bien que mal, de nous faire adhérer à des absurdités que vous avez appelées arguments probants et logiques, qui vous plaisaient à vous, mais voilà. Vous dites, vous avancez qu'il y a des personnes dont les actes rejoignent les paroles, mais qui ne sont pas heureuses, qui n'ont pas touché au bonheur. Je vous dirai que l'exception ne fait pas la règle, et ce n'est pas parce qu'une personne a fait une chute de plusieurs étages et qu'elle n'est pas morte que c'est sans risque pour tout le monde. Vous voyez, c'est tout autant absurde que ce que vous avancez. Puis vous semblez également dire qu'il y a des personnes heureuses et dont les actes ne sont pourtant pas en accord avec ce qu'ils disent, avec les paroles. Et que c'est là le bonheur inconditionnel. Ceux auxquels je réponds que c'est des personnes hypocrites envers elles-mêmes, car on ne peut réellement être heureux que lorsqu'on atteint le stade où on ne devrait plus se mentir à nous-mêmes. Or, si l'on dit une chose et que l'on fait une autre, c'est soit un trouble de personnalité, et dans ce cas-là, on devrait se faire soigner,
Soit on a peur de quelqu'un. On a peur de quelqu'un qui pourrait nous réprimander ou nous contredire, et on a peur d'être nous-mêmes. Et dans ce cas-là, on est des soumis. Dans les deux cas, je ne vois pas pour vous, mais je ne pense pas que ça soit le chemin menant au bonheur. Mais si ça vous plaît, tant mieux. Merci. Chers opposants, franchement, je suis déçue parce que j'aimerais juste vous demander un truc, s'il vous plaît. Épargnez-nous vos petits discours de petite princesse, parce que la réalité est bien trop différente. Et cette même réalité risque de blesser des âmes aussi fragiles que vous. Passons. J'ai cette conviction que le bonheur n'est pas simplement l'absence de souffrance. Le bonheur est même inaccessible si nous croyons que l'atteindre signifie vivre dans un monde idéal, sans imperfection, sans douleur ou sans souffrance. Le bonheur que vous nous proposez, chers opposants, n'existe que dans les contes de fées. Et il est même illusoire de croire que ce même bonheur peut apparaître comme par magie après un moment d'inconfort ou une épreuve de vie. Croire qu'il serait présent si le passé avait été différent, c'est tenter de construire une vie sur quelque chose qui n'existe pas. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le bonheur peut cohabiter avec l'inconfort, avec la souffrance, avec la douleur. Parce que vous savez, chers opposants, le bonheur existe, mais pas dans votre petit monde utopique où rien ne se passe, mais dans un monde aussi réaliste que le nôtre. Un monde où on est confronté à une réalité que vous êtes en train de nier. Je pense que quand on essaie de chercher le bonheur dans l'absolu, comme le font nos chers opposants, nous ne l'atteignerons jamais. Mais le vrai bonheur est trouvé quand nous vivons le moment présent pleinement, sans pour autant prêter attention à ce que les autres sont en train de dire. Je pense que la citation qu'on a entre les mains aujourd'hui est une citation à tendance beaucoup plus théorique, car il est difficile pour nous d'appliquer à la lettre ce qu'on dit. La vie est dans un état constant de changement et nous ne pouvons aucunement garantir que tous les aspects de notre vie sont prévisibles. Alors, chers amis, je pense qu'il est temps pour vous de rejoindre notre camp au lieu d'essayer de nous convaincre de l'existence d'un bonheur encore de petite princesse, car vous savez, nous ne vivons pas tous dans un conte de fées. Merci. Chers opposants, si je vous demande de ne pas vous contredire, est-ce que je vous demande d'être réaliste? Alors, vous nous demandez de ne pas parler de princesse, et c'est pourtant vous qui nous proposez un bonheur qui se résume aux petites choses, aux fleurs, aux bonbons, aux arcs-en-ciel. Vous vivez dans un monde d'enfants, restez-y et évitez les débats des grands. Et contrairement à vous, je ne veux pas manger la même chose tous les jours. Gandhi a dit « Le bonheur, c'est l'harmonie entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. » Et si cela ne vous suffit pas, Antigone, cette figure emblématique de la tragédie, a dit « Quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? » Le bonheur est une graine qui germe en chacun de nous. Si nous n'en prenons pas soin ou que nous lui procurions les soins inadéquats, nous ne la verrons jamais pousser. Et nous nous contenterons de regarder jalousement le jardin des autres, sans jamais nous rendre compte que le seul vrai obstacle empêchant l'éclosion de notre fleur vient de nous, du fait que nous n'osons pas être nous-mêmes. Être soi, cela veut dire s'aimer, se respecter, consentir à exprimer ce magnifique enchevêtrement de petites choses qui font que notre personnalité est unique. Il s'agit avant tout de s'accepter tel que nous sommes, de s'écouter et surtout de mettre en symétrie nos actes avec nos paroles. Dès lors, il n'y a plus rien de spécial à faire, aucune recette miracle. Et quand tout va bien, nous vivons un bonheur sans retenue, un bonheur simple. Nous sommes heureux sans analyse, sans question et sans arrière-pensée. Nous sommes tout simplement heureux car le bonheur est là et qu'il n'y a qu'à se servir. Sauf que parfois, on se perd et on repart à la recherche d'un bonheur absolu, de la belle fleur qu'on a vue dans nos rêves, la fleur qu'on a effleurée et dont l'odeur environnante et les couleurs ensorcelantes nous empêchent de voir toutes les autres. Moins belle, certes, mais toujours aussi agréable. Et c'est bien là où réside le problème.
Nous sommes tous tellement à la recherche d'un bonheur absolu que nous oublions de voir les petites choses qui nous rendent heureux. Une joie naïve et inaltérée qu'on ne nous a malheureusement pas appris à reconnaître, ni à en jouir. Chers opposants, écoutez bien. Un chien a 3 pattes. Un chien a 3 pattes. N'avez-vous jamais vu un chien à 3 pattes? Il le faut. Cela va sûrement changer votre vision des choses. Cela ne vous rappelle-t-il rien, chers opposants? C'est pourtant mot pour mot ce que vous avez dit lors de votre premier débat. Un pauvre petit chien à 3 pattes, essayant tant bien que mal d'oublier, de se focaliser sur autre chose que sa douleur et d'être heureux. Et quel est le meilleur moyen pour nous, humains, de faire cela que de partager notre bonheur avec les autres en étant vrai, bon et juste? Car oui, chère audience, la quête du bonheur ne peut être dissociée de la quête de la vérité. Être vrai, cela veut dire concorder nos actes et nos paroles. Et c'est l'une des conditions sans laquelle je répète, aucun bonheur n'est possible. Alors en somme, s'il est possible d'une quelconque manière d'établir une supériorité du bonheur sur la vérité, il est en revanche impossible de séparer la vérité du bonheur. John Lennon, que vous devez tous connaître, a dit « Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu « heureux ». On m'a dit que j'avais mal compris la question, je leur ai répondu qu'ils avaient mal compris la vie. Alors, chère audience, si j'ai une dernière chose à vous dire, c'est soyez heureux, soyez fidèles à vous-même, baignez dans le bonheur et n'écoutez surtout pas nos opposants, ils disent du n'importe quoi. Vous ferez de très bons critiques. Vous parlez fort bien de quelque chose que vous connaissez fort mal. Et désolé, je vais un peu précipiter la chose. Vous contredisez Fleur, Jardin, merci. Au revoir. Je demanderai à toute l'audience, je demanderai à toute l'audience, aussi bien jury, opposant qu'assistance, de m'écouter, d'oublier le contexte du débat et de m'écouter non pas avec votre raison mais avec votre cœur, qui a reconnu la magie de l'instant présent et s'est mis à faire autre chose que battre du sang. Je veux que vous ayez une vision bien plus latérale. Faites défiler votre vie et lancez mes mots et projetez mes mots sur chaque séquence. Combien d'entre vous avez aimé quelqu'un si fort que votre cœur en a explosé? Combien d'entre vous ont lâché des grossièretés dont ils ne croient pas un mot, mais qui n'ont pas retiré pour la simple et bonne raison que leur fierté? Combien d'entre vous, la nuit, vomissent leur audace, la même audace qu'ils ont passé toute la journée à dissimuler derrière des actes et des paroles? Combien d'entre vous ont cette simple peur de ne pas être la personne qu'ils veulent ou qu'ils croient être? À tous ceux qui se sont reconnus, et je sais que vous êtes nombreux, j'ai envie que vous sachiez que ni moi ni personne ne vous comprendra. Même les maths qui croient avoir la solution à tout, personne ne vous comprendra. Par contre, sachez que vous n'êtes pas obligés d'accorder vos paroles avec vos actes. Ce n'est pas parce que vous avez juré de ne plus jamais aimer personne que ça devrait être le cas. Ce n'est pas parce que vous avez disputé quelqu'un que vous devez rester sclérosé sur votre position. Ce n'est pas parce que vous dites être quelqu'un que vous devrez l'être. Car toute la beauté de la vie réside dans la simple chose d'être divergent, d'avoir la fureur de vivre, d'être fou furieux, d'avoir la fureur de vivre, de dire, de vouloir tout en même temps, d'avoir la rage d'aller au-delà des limites, de brûler si fort que vous vous en perdrez complètement pour vous retrouver entièrement. Car le bonheur, ce n'est pas la destination, mais le bonheur qu'on parcourt. Enfin, vous pouvez ou bien aller et sortir vos calculatrices, additionner des actes en fonction de paroles, et quoi qu'il arrive, appelez-les bonheur, ou bien sortir et vous libérer. Et comprendre que l'expérience des autres n'est que le peigne des chauves, car le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Merci. Mesdames et messieurs, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la question est de savoir si nos actions sont en cohérence avec nos actes.
si nos actions sont en cohérence avec ce que nous disons. Si ce n'est pas totalement le cas, qu'allons-nous changer pour aligner nos actes et nos déclarations? Si nous arrivons à répondre convenablement à cette question, la moitié du chemin est déjà balisée. Il ne reste plus qu'à chercher le meilleur moyen possible d'atteindre le bonheur en traduisant nos rêves dans nos paroles théoriques en actes pratiques. Pour y arriver, il faut de la conviction, mais aussi des moyens. Et c'est là qu'intervient la volonté. Ne dit-on pas que quand on veut, on peut? Alors, mesdames et messieurs, pour conclure ce débat, je vous le dis encore, soyez heureux. Merci.